And I'm going to introduce our keynote speaker for this morning. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Rosa, que nous avons déjà entendu il y a quelques semaines dans une conférence passionnante qui a tracé les perspectives et qui nous avait mis en appétit pour ce colloque. Donc Jean-Jacques Rosa, qui est lui aussi philosophe de formation, qui est l'assistant de Jacques Maugrès au Collège de France et qui certes a beaucoup travaillé sur Wittgenstein, mais qui s'est beaucoup intéressé depuis quelques années à George Orwell. Notamment, je pense à un de ses articles récents, Un socialisme de l'homme ordinaire, qui m'a fait fourcher tout à l'heure, bien sûr, la conscience populaire. Donc, il s'intéresse de plus en plus au travail à la pensée de George Orwell. Donc, il va nous parler pendant 45 minutes de Jean-Jacques Rosa, justement avec une question apparemment analogue à celle qui vient d'être posée. Donc, je redonne le titre de sa conférence. Ni anarchiste, ni Tory, Orwell et la révolte intellectuelle. Merci de me donner cette nouvelle occasion de rencontre ici et de parler d'Orwell. En ouverture de son dernier essai inachevé, qui est consacré à Evelyn Waugh, un écrivain qui mérite très certainement, comme Peter Wilkin l'a suggéré, d'être appelé un anarchiste Tory, si on entend par là un anticonformiste de droite. Orwell écrit « En quelques décennies, dans des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, l'intelligentsia littéraire est devenue suffisamment vaste pour constituer un monde en soi. Une conséquence importante est que les opinions qu'un auteur a peur d'exprimer ne sont pas celles qui sont désapprouvées par l'ensemble de la société. Dans une large mesure, ce qui est encore plus ou moins considéré comme hétérodoxe est devenu l'orthodoxie. Il est absurde de prétendre qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose d'audacieux ou d'original à se proclamer anarchiste, athée, pacifiste, etc. Ce qui est audacieux, ou en tout cas ce qui est non chic, unfashionable, c'est de croire en Dieu ou d'approuver le système capitaliste. Alors dans nos sociétés, la censure à laquelle les écrivains et les penseurs sont soumis, ou plus exactement l'autocensure qui s'applique à eux-mêmes, ne vient pas principalement de l'État et de l'opinion publique, mais du contrôle que le monde intellectuel exerce sur lui-même. Il en résulte que les esprits libres sont conduits à enfreindre les codes littéraires et culturels dominants, c'est-à-dire les codes qui, d'une part, assurent aux intellectuels littéraires leur distinction, au sens de Bourdieu, et donc leur part de pouvoir dans la société, mais qui assurent également à celui qui maîtrise et respecte ces codes reconnaissance, récompense et pouvoir au sein du monde littéraire lui-même. Alors évidemment, ces codes littéraires et culturels sont constamment changeants, puisque la meilleure, et j'aurais même envie de dire la seule, manière d'acquérir du pouvoir en ce monde est de disqualifier ses concurrents en les présentant comme dépassés, désuets, ringards, ou comme communs, vulgaires, petits bourgeois. En général, d'ailleurs, les deux types de qualificatifs sont vite assimilés. Et quiconque récuse ces codes et s'expose à une double disqualification, à la fois esthétique et sociale, ce qui n'a pas manqué d'arriver à Orwell, en France particulièrement, où depuis le milieu du XIXe, le poids de l'intelligentsia littéraire dans la vie culturelle et politique est considérable. Alors comme Waugh, dont Orwell dit qu'il est le romancier anglais qui a défié ses contemporains avec le plus d'éclat, Orwell a constamment défié les orthodoxies, notamment évidemment celle de l'intelligentsia de gauche qui était dominante à son époque et à laquelle il appartenait, et défendu, selon l'appréciation de Waugh lui-même, un nouvel humanisme de l'homme ordinaire. C'est une critique publiée par Waugh dans The Tablet aux essais critiques d'Orwell en 1946. Mais l'hétérodoxie, si elle est nécessaire, n'est pas une vertu suffisante. Par elle-même, l'hétérodoxie ne protège pas contre les illusions, contre l'aveuglement sur soi-même et contre le narcissisme, si par narcissisme on entend comme Orwell la tentation pour un écrivain de faire triompher dans ses écrits des idées qui n'ont en réalité aucune prise sur la réalité.
L'hétérodoxie que Waugh a manifestée dans ses idées et ses attitudes, sa conversion au catholicisme, sa croyance romantique dans l'aristocratie, la formule d'Orwell, son snobisme, Orwell juge donc cette hétérodoxie, ce sont ses propres termes, fausse et, dans une certaine mesure, perverse. Alors, d'une manière générale, l'imposition d'un nouveau code et la disqualification de l'ancien obéissent à une logique qui, je l'ai dit tout à l'heure, est bien plus proche de celle des changements de mode que des changements qui devraient résulter de la recherche d'un progrès intellectuel, culturel, moral. Un changement de code ne nous dit jamais si le nouveau code est meilleur ou pire, politiquement et moralement que l'ancien. Mais de ce fait bien connu, Orwell ne tire, contrairement à beaucoup aujourd'hui, aucune conclusion relativiste. Dans le début du même essai, il poursuit ainsi: on ne peut pas juger de la valeur d'une opinion simplement par la quantité de courage qu'il a fallu pour la soutenir. Il y a encore autre chose, qui est la vérité et la fausseté. Il est possible de défendre des idées vraies pour des raisons incorrectes, et même s'il n'existe pas de progrès dans l'intelligence humaine, les idées dominantes d'une époque sont parfois démontrablement moins bêtes que celles d'une autre. Alors peut-être pourrait-on dire de Waugh ce qu'Orwell a écrit d'un autre satiriste de l'establishment, d'un autre anarchiste théorique, à savoir Swift. Ceci, c'était un homme que les insanités du parti progressiste de leur époque ont poussé vers une sorte de conservatisme pervers. Quand on lit la seconde partie du Cadogan, il est aisé de voir quelles sont les insanités des militants et penseurs socialistes qui auraient pu pousser Orwell, qui était l'exact contemporain de Waugh, vers un taurisme pervers, c'est-à-dire vers la posture de l'anarchiste taureau. Mais le fait est que Orwell a surmonté ses dégoûts, ses désaccords, et que sans les abandonner ni les mettre sous le boisseau, il est devenu un socialiste, et un socialiste d'une espèce particulièrement radicale, égalitaire, démocratique, et qu'il est resté jusqu'à sa mort. Question, pourquoi Orwell n'est-il pas devenu un héros? Qu'est-ce qui a détourné Orwell du destin politique d'un Swift, d'un Waugh? Qu'est-ce qui l'a détourné d'un destin qui était particulièrement probable, étant donné ses origines sociales, son éducation, et ce qu'il était à 18 ans, qu'il raconte dans le Cadogan? À mon avis, 3 facteurs au moins. Premièrement, un ensemble de sentiments moraux et sociaux égalitaires, profondément enracinés dans sa propre expérience. Deuxièmement, ce que j'appellerais un rapport politique au politique, un rapport au politique qui n'est pas intellectuel ou théorique, mais qui a pour souci premier, non pas les idées, mais la volonté et l'action. Et troisièmement, une analyse rationnelle de l'état du monde en 1936. Je reprends chacun de ces 3 points. Premier facteur, c'est qu'Orwell est en permanence conscient de et révolté contre la domination de classe, dont il a découvert l'omniprésence et sévit la violence, non pas à travers des livres, mais à travers l'expérience fondamentale de l'humiliation sociale. C'est une expérience cruciale. Par exemple, je ne prendrai qu'un exemple, on pourrait en citer des dizaines dans son œuvre, cette expérience qu'il fait à 20 ans tout juste, sur le paquebot qui l'emmène de la Birmanie, quand il voit un quartier-maître emporter furtivement une terrine contenant la moitié d'un pudding à la crème. 27 ans plus tard, dans l'Église, il revit encore l'émotion qui est suscitée en lui par cette scène.